qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière les gros titres, missiles, frappes, défense, il y a une réalité beaucoup plus froide et beaucoup plus inquiétante. La guerre moderne est une guerre de stock. Chaque missile lancé, chaque munition tirée, chaque système activé ne revient pas immédiatement. Contrairement à ce que l'on imagine, une grande puissance militaire, même comme les États-Unis, ne fonctionne pas avec des réserves infinies, prêtes à être utilisées sans limite. Il y a des cycles de production, des chaînes d'approvisionnement complexes et surtout des délais. Produire certains missiles avancés peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est là que la pression commence à monter. Aujourd'hui, les systèmes les plus sollicités sont aussi les plus critiques. Les missiles de précision, les systèmes de défense anti-aérienne, les munitions intelligentes. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui permettent de garder un avantage stratégique. Mais plus ils sont utilisés, plus les stocks diminuent rapidement. Et le problème, c'est que cette consommation s'accélère dans les périodes de tension. On n'est plus dans une logique de dissuasion. On est dans une logique d'usage réel, intensif. Autrement dit, on brûle en quelques semaines ce qui a parfois pris des années à produire. Et ça, c'est un déséquilibre extrêmement dangereux. Parce qu'à un moment donné, une armée doit faire un choix, continuer à frapper ou commencer à économiser, maintenir la pression ou préserver ses capacités. Et ce choix, il n'est jamais neutre. S'il continue à utiliser massivement ses ressources, il prend le risque de se retrouver à court. Mais s'il ralentit, il peut envoyer un signal de faiblesse. Et dans les relations internationales, un signal de faiblesse peut coûter très cher. C'est exactement cette ligne de crête qui est en train de se dessiner. Ajoute à ça un autre facteur clé, la logistique. Acheminer des munitions, coordonner les livraisons, sécuriser les chaînes d'approvisionnement. Ce sont des opérations gigantesques, souvent invisibles, mais absolument vitales. Le moindre retard, la moindre rupture, la moindre tension industrielle, et tout le système peut ralentir. Et aujourd'hui, plusieurs signaux montrent que cette machine est sous tension. Pas effondrée, mais clairement sous pression. Et dans ce type de contexte, ce n'est pas l'effondrement brutal qui fait peur, c'est l'usure progressive, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui, semaine après semaine, réduit les marges de manœuvre. Et c'est exactement pour ça que la question des 3 semaines devient crédible. Parce que dans une guerre de stock, le temps ne joue pas toujours en faveur de celui qui tire le plus. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de ces fameuses 3 semaines? Ce n'est pas un chiffre sorti au hasard, ce n'est pas non plus une prédiction magique, c'est une estimation stratégique, une sorte de zone de tension maximale, où plusieurs dynamiques arrivent en même temps à un point critique. D'abord, il y a une réalité simple. Les conflits modernes fonctionnent par cycle. Un cycle de consommation, suivi d'un cycle de réapprovisionnement. Mais ces deux cycles ne vont pas à la même vitesse. Consommer, ça va très vite. Réapprovisionner, beaucoup moins. Et c'est précisément dans cet écart que se crée la pression. 3 semaines, c'est souvent le moment où cet écart devient visible, où les stocks commencent à descendre sous un seuil inconfortable. Pas encore critique, mais suffisamment bas pour alerter. Et à partir de là, tout change. Les décisions ne sont plus prises avec une logique d'abondance, mais avec une logique de gestion de pénurie. Chaque tir est réfléchi, chaque opération est pesée, chaque engagement devient un pari. Ensuite, il y a la dimension politique. 3 semaines, c'est aussi un délai dans lequel un pouvoir exécutif, comme celui de Donald Trump, doit obtenir des résultats visibles. Pourquoi? Parce que l'opinion publique ne fonctionne pas sur le long terme. Elle fonctionne sur des séquences courtes. Si, après plusieurs semaines, la situation semble stagner ou empirer, la pression politique monte très vite. Les critiques s'intensifient, les oppositions se structurent, les alliés commencent à poser des questions, et dans un contexte déjà tendu, ce facteur devient explosif. Mais ce n'est pas tout. 3 semaines, c'est aussi un timing militaire clé. C'est souvent la durée pendant laquelle une stratégie initiale peut être testée, avant de devoir être ajustée. Si ça fonctionne, on continue. Si ça bloque, il faut changer rapidement. Et changer une stratégie militaire, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton. Ça implique redéployer des ressources, modifier les priorités,
parfois même revoir complètement les objectifs. Et tout ça prend du temps. Donc si une adaptation est nécessaire à la troisième semaine, elle n'aura d'effet que plus tard, ce qui crée une période de flottement. Un moment dangereux, où les décisions prises n'ont pas encore produit leurs effets, mais où les contraintes, elles, sont déjà là. Et c'est exactement dans ces moments-là que les erreurs stratégiques arrivent. Ajoute encore un dernier élément, la perception. Dans les relations internationales, ce qui compte, ce n'est pas seulement la réalité, c'est aussi la manière dont elle est perçue. Si, au bout de 3 semaines, un acteur semble sous pression, même légèrement, cela peut encourager d'autres acteurs à tester ses limites. Pas forcément frontalement, mais progressivement, plus d'audace, plus de provocation, plus de prise de risque. Et ça peut accélérer la situation de manière imprévisible. Donc, quand on parle de 3 semaines critiques, on ne parle pas d'un compte à rebours figé. On parle d'un moment où les stocks commencent à peser, la politique s'emballe, la stratégie doit s'adapter, et les adversaires observent un point de convergence. Un moment où tout peut encore être maîtrisé, mais où tout peut aussi basculer très vite. Et dans ce genre de configuration, le temps n'est plus un allié. C'est une pression constante. Mais le véritable champ de bataille n'est peut-être pas celui qu'on croit. Parce qu'au-delà des missiles, des stocks et des stratégies militaires, il y a une autre guerre, plus silencieuse, mais tout aussi décisive, la guerre politique. Et dans cette guerre-là, Donald Trump joue gros, très gros, car il ne s'agit pas seulement de gérer une situation internationale complexe, il s'agit aussi de tenir un équilibre interne extrêmement fragile. D'un côté, il doit afficher de la fermeté, montrer qu'il contrôle la situation, qu'il ne recule pas, qu'il reste maître du tempo, parce que dans l'imaginaire politique, surtout aux États-Unis, le leadership se mesure aussi à la capacité à projeter de la puissance. Mais de l'autre côté, il doit éviter une chose à tout prix, l'escalade incontrôlable, parce qu'une montée trop rapide en intensité pourrait avoir des conséquences massives, économiques, diplomatiques, voire militaires à grande échelle. Et là, le risque devient systémique. Donc il est coincé dans une équation presque impossible. Être suffisamment dur pour ne pas paraître faible, mais suffisamment prudent pour ne pas déclencher une crise majeure. Et ce type d'équilibre est extrêmement instable. Ajoute à ça un facteur clé, l'opinion publique. Aux États-Unis, chaque décision stratégique est scrutée, commentée, amplifiée. Les médias s'en emparent, les analystes débattent, les réseaux sociaux s'enflamment. Et en quelques heures, une décision peut être perçue comme soit un signe de force, soit une erreur grave. Il n'y a presque plus de zone grise. Et ça met une pression énorme sur le pouvoir exécutif. Parce que gouverner dans ce contexte, ce n'est pas seulement décider, c'est aussi convaincre en permanence. Convaincre que la stratégie est la bonne. Convaincre que les risques sont maîtrisés. Convaincre que la situation reste sous contrôle. Et si cette confiance commence à s'éroder, alors tout devient plus compliqué. Les soutiens politiques deviennent plus hésitants. Les oppositions deviennent plus agressives. Les débats deviennent plus polarisés. Et surtout, le temps politique se raccourcit encore. Chaque jour compte. Chaque décision est attendue. Chaque silence est interprété. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les institutions. Le Congrès, les acteurs de la défense, les responsables sécuritaires. Tous ont leur mot à dire, directement ou indirectement. Et dans un contexte de tension, ces équilibres institutionnels peuvent devenir des points de friction. Certains peuvent pousser pour une ligne plus dure, d'autres pour plus de retenue. Et au milieu, il faut trancher, prendre des décisions rapides, sans créer de fractures internes. Et ça, c'est un exercice extrêmement délicat. Enfin, il y a un dernier élément, souvent sous-estimé, la crédibilité. Dans ce type de situation, un dirigeant ne peut pas se permettre de changer de cap trop brutalement. Pourquoi ? Parce que chaque revirement est observé et interprété. Un ajustement peut être vu comme une adaptation intelligente ou comme un aveu de faiblesse. Et cette perception peut avoir des conséquences bien au-delà du pays, parce que les adversaires observent, mais les alliés aussi. Donc au final, la pression politique interne, ce n'est pas juste un bruit de fond, c'est un facteur central, un facteur qui peut,
accélérer les décisions, limiter les options et parfois forcer des choix risqués. Et c'est pour ça que dans cette situation, la vraie question n'est pas seulement militaire, c'est aussi combien de temps un leader peut-il tenir quand la pression vient de partout en même temps. Et c'est souvent là que tout se joue, pas sur le terrain, mais autour des alliances. Parce qu'aucune grande puissance ne fonctionne seule, surtout dans ce type de crise. Derrière chaque stratégie, il y a un réseau de partenaires, d'accords, de soutien plus ou moins solides. Et aujourd'hui, ce réseau commence à montrer des signes de tension. Pas une rupture nette, pas un abandon frontal, mais quelque chose de plus subtil et souvent plus dangereux. Le doute. Au départ, les alliés suivent, par solidarité, par intérêt stratégique, par alignement politique. Mais avec le temps, les calculs évoluent. Chaque pays commence à se poser ses propres questions. Jusqu'où aller? Combien de temps tenir? Et surtout, à quel coût? Parce que soutenir une stratégie, ce n'est jamais gratuit. Il y a un coût économique, hausse des dépenses militaires, pression sur les budgets, impact sur les marchés. Un coût politique, opinion publique divisée, tensions internes, critique de l'opposition. Et parfois même un coût sécuritaire, risque d'être entraîné dans une escalade qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là que les lignes commencent à bouger. Certains alliés restent fermes, d'autres deviennent plus prudents, et quelques-uns commencent discrètement à prendre leur distance. Pas officiellement, mais dans les faits, ils ralentissent leur soutien, ils conditionnent leurs engagements, ils deviennent plus hésitants dans leurs déclarations. Et dans un équilibre déjà fragile, ces micro-changements ont un impact énorme. Parce qu'une alliance, ce n'est pas seulement une signature sur un papier, c'est une dynamique, un équilibre de confiance. Et dès que cette confiance commence à se fissurer, tout le reste devient incertain. Ajoute à ça un facteur clé, la perception de la solidité américaine. Si les alliés sentent que la situation devient difficile pour Donald Trump, alors ils vont naturellement adapter leur position. Pas par trahison, mais par réalisme. Parce que, en géopolitique, chaque pays pense d'abord à ses propres intérêts, et soutenir un partenaire perçu comme fragilisé devient un risque. Alors certains vont chercher à diversifier leurs options. D'autres vont essayer de jouer sur plusieurs tableaux. Et certains vont simplement attendre, en observant. Et ce phénomène crée un effet domino. Moins de soutien, plus de pression, plus de doute, encore moins de soutien. Une spirale lente, mais redoutable. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la communication. Dans ce genre de contexte, chaque déclaration compte. Un mot trop prudent peut être interprété comme un désengagement, un silence comme une hésitation, une nuance comme un signal faible. Et les marchés, les adversaires, les opinions publiques captent tout. Résultat, même sans décision officielle, la perception d'un affaiblissement peut se propager. Et parfois, la perception devient plus importante que la réalité. Enfin, il y a un dernier point essentiel. Les alliés ne réagissent pas tous au même rythme. Certains anticipent, d'autres attendent. Certains prennent des initiatives, d'autres suivent. Et cette désynchronisation rend la situation encore plus instable. Parce qu'il n'y a plus une ligne claire, mais une multitude de positions qui évoluent en parallèle. Et dans ce flou stratégique, la capacité à coordonner une réponse cohérente devient beaucoup plus difficile. Au final, ce qu'on observe ici, ce n'est pas une alliance qui s'effondre. C'est une alliance qui s'interroge, qui hésite, qui ajuste, qui teste ses limites. Et dans les crises internationales, ce n'est pas toujours la rupture brutale qui change la donne. C'est souvent cette phase intermédiaire, celle où plus personne n'est totalement sûr, mais où tout le monde continue quand même. Et c'est exactement dans ce moment-là que l'équilibre peut basculer. Alors maintenant, on arrive au moment clé, celui que tout le monde observe, sans forcément le dire clairement, le point de bascule. Parce qu'à ce stade, la question n'est plus seulement de comprendre la situation. La vraie question, c'est qu'est-ce qui peut arriver ensuite? Et surtout, à quelle vitesse? Car dans ce type de crise, les choses ne changent pas lentement. Elles tiennent.
puis elle bascule, parfois en quelques jours. Premier scénario, la stabilisation. C'est le scénario le plus rassurant, mais aussi le plus exigeant. Dans cette hypothèse, tout s'aligne au bon moment. Les chaînes de production accélèrent. Les stocks sont partiellement reconstitués. Les alliés maintiennent leur soutien. La pression politique reste contenue. Et surtout, la stratégie tient. Pas forcément parfaitement, mais suffisamment pour éviter une rupture. Dans ce cas, Donald Trump peut reprendre le contrôle du récit, transformer une situation tendue en démonstration de résilience. Mais attention, ce scénario demande une coordination quasi parfaite. Et dans un environnement aussi instable, c'est loin d'être garanti. Deuxième scénario, l'escalade. Et celui-là est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que face à une pression croissante, manque de ressources, doute des alliés, critiques internes, la tentation peut être forte de changer de rythme, d'aller plus vite, plus fort. Autrement dit, compenser la fragilité par l'intensité, augmenter les frappes, durcir la posture, envoyer un message clair. On ne recule pas. Sur le court terme, ça peut fonctionner. Ça peut rétablir une forme de dissuasion, faire taire certains doutes. Mais le problème, c'est le long terme, parce que l'escalade consomme encore plus de ressources. Elle augmente les risques d'erreur. Et surtout, elle réduit les options de sortie. Plus on monte en intensité, plus il devient difficile de redescendre sans perdre la face. Et dans ce genre de dynamique, une simple étincelle peut déclencher quelque chose de beaucoup plus large. Troisième scénario, le repli stratégique, moins spectaculaire, mais tout aussi déterminant. Ici, il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un ajustement. Changer de discours, réduire l'exposition, repositionner les priorités. En clair, reconnaître, sans le dire frontalement, que la situation impose de ralentir. C'est souvent présenté comme une décision rationnelle, une adaptation intelligente. Mais politiquement, c'est risqué. Parce que ce type de mouvement peut être perçu comme un recul. Et dans un contexte de forte tension, le moindre signe de retrait peut être exploité par les oppositions internes, par les adversaires internationaux et même par certains alliés. Mais au fond, ces trois scénarios ont un point commun. Ils dépendent tous d'un facteur clé, le timing. Pas seulement ce qui est décidé, mais quand ça l'est. Une bonne décision prise trop tard peut devenir inefficace. Une décision risquée, prise au bon moment, peut changer la donne. Et c'est là toute la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, toutes les horloges tournent en même temps. L'horloge militaire, l'horloge politique, l'horloge diplomatique, et elles ne sont pas synchronisées. Ce qui crée une zone de turbulence. Un moment où chaque choix compte double, où chaque erreur coûte plus cher, et surtout, un moment où l'équilibre peut basculer sans prévenir. Alors, au final, la vraie question n'est pas seulement quel scénario va se produire. La vraie question, c'est est-ce que quelqu'un contrôle encore vraiment le tempo? Parce que, dans ce type de crise, le danger, ce n'est pas seulement de faire le mauvais choix. C'est de se retrouver entraîné dans une dynamique, où les événements vont plus vite que les décisions. Et à partir de là, ce n'est plus une stratégie, c'est une réaction. Et dans l'histoire des grandes crises, c'est souvent exactement à ce moment-là que tout bascule.